sommes de retour pour la seconde partie de notre best-of de l'Europe dans tous ses états. Nous avons évoqué en long, en large et à travers toute l'Europe les migrations, épines dans le pied des 28, incapables de trouver une politique migratoire commune. Notre premier reportage nous emmène en Italie, porte d'entrée la plus importante des migrants, 180 000 arrivés depuis le début de l'année. Les autorités tentent d'intégrer les nouveaux arrivants en leur proposant des travaux d'intérêt généraux. Bientôt des travaux forcés, c'est ce que se demande notre envoyé spécial, Johan Baudin. En une matinée, une dizaine de sacs ont été remplis à grande pelletée. Des détritus en tout genre et des herbes folles. Cette rue de Fiumicino s'offre un grand nettoyage de printemps au plus grand bonheur d'Angela, la voisine, venue offrir un peu d'eau pour soutenir les courageux. Ça fait 30 ans que ça n'avait pas été nettoyé par les gens d'ici. Et l'été, il y avait même des petits serpents sur le trottoir. Pour moi, c'est une très très belle journée, car j'ai vu des jeunes hommes travailler. Mais ces travailleurs ne sont pas des employés municipaux, ils sont ivoiriens, maliens ou gambiens en attente de papier. L'ouverture d'un centre d'hébergement l'été dernier a été plutôt mal accueillie ici. Mais depuis 2 mois, les avis ont changé depuis que ces migrants travaillent bénévolement 4 jours par semaine à l'entretien de la ville. Je mange bien, je dors bien, tout. Ok, c'est pour cela que moi j'aime pour travailler en Italie gratuitement, quoi, parce que l'Italie, il m'a tout fait, quoi. C'est bon pour le corps. Je travaille et je fais de l'exercice. De plus en plus de municipalités italiennes proposent aux migrants de participer à des travaux d'intérêt général. À Fiumicino, une douzaine d'entre eux se sont portés volontaires sur la 60aine de personnes hébergées dans le centre. Le gouvernement italien veut généraliser cette expérience et impliquer plus de communes dans l'accueil des réfugiés. Pour chaque migrant logé sur sa cité, le maire reçoit 35 € par jour. Et cette nouvelle main-d'œuvre est aussi la bienvenue. Avoir un soutien supplémentaire, pour nous, c'est fondamental. Il y a peu de ressources publiques. Regardez cette piste cyclable, on l'a faite, mais aujourd'hui on a du mal à la maintenir en état. L'Italie a accueilli en 2 ans près de 500 000 migrants. 175 000 d'entre eux ont déposé dans la péninsule une demande d'asile. Légalement, travail bénévole et obtention de papiers ne sont pas liés. Le volontariat est présenté comme un gage de bonne volonté pour s'intégrer. Ils nous ont dit que ce travail peut nous aider à avoir notre papier, bien sûr. C'est un travail gagnant-gagnant. Voilà pourquoi on s'est engagé et on espère qu'ils vont tenir les dits. En Italie, plus d'un migrant sur 2 n'obtient pas le statut de réfugié, mais peu sont rapatriés. À Rome, près de la gare Tiburtina, l'association Baobab vient en aide à ceux qui sont sortis ou ont été exclus du système d'accueil des migrants. Ces humanitaires comparent le travail volontaire et gratuit des demandeurs d'asile à une forme d'exploitation. Je veux que les migrants aient vraiment le choix de travailler ou non. Et s'ils choisissent de travailler, cela doit être dans le cadre de la loi du travail italienne. Pour ces migrants, l'Italie est devenue une escale au goût amer dans leur rêve d'Europe. La plupart veulent reprendre la route et retenter leur chance plus au nord, en Allemagne ou en France. Alors, comme dans chacune de nos émissions, des jeunes dialoguent avec des eurodéputés. Mais cette fois, les jeunes sont des migrants de 18 ans fraîchement arrivés et leur interlocutrice est une ex-sans-papier, ex-ministre de l'intégration italienne. Extrait. Alors, on va demander à Aliceni un petit peu comment il est arrivé à ce centre. Bonjour. 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 Comment est-ce qu'à un certain moment, des jeunes comme vous décident de quitter le pays, décident d'affronter, disons, un trajet aussi compliqué, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de morts là, dans le désert, vous tombez dans les mains de trafiquants, mais il y a aussi la mer. Donc, il n'y a pas de droit de l'homme en Afrique, en Guinée, précisément là où je suis. Il y a plein de personnes qui sont mortes. Vraiment, j'ai toujours rêvé de venir en Europe. Donc, j'ai quitté de la Guinée pour Mali. Mali, j'ai affronté le Burkina, Niger, Libye. De la Guinée à Libye, à Niger, là, j'ai payé quelque chose de, si je ne me trompe pas bien, j'ai payé quelque chose de 400 €. Vous avez perdu des compagnons, là, des amis durant ce trajet? Il y a... Avec les amis dont je quitte en Guinée pour là, on est tous rentrés.
Mais tout dernièrement, là, j'ai appris des amis qui sont morts en route. Beaucoup, plus de 7 à 8 personnes comme ça qui sont mortes sur la route. Pendant toute l'année, l'Union européenne a cherché à renforcer le contrôle de ses frontières extérieures en donnant plus de moyens à l'agence Frontex. Une réserve de 1500 gardes-frontières et gardes-côtes est désormais mobilisable rapidement. Parmi eux, plus de 200 hommes ont été déployés à la frontière bulgare, comme l'a constaté sur place Luc Brown. Un contrôle de routine à 10 km de la frontière turque. La police ouvre l'œil. En face d'eux, un chauffeur et un passager qu'ils ne reconnaissent pas. La région, plongée dans la neige et le brouillard, est désormais sur la route des migrants. Aux côtés des deux gardes-frontières bulgares, 2 officiers allemands. Ils appartiennent au nouveau corps des gardes-frontières européens permanents de Frontex. Et leur équipement, comme ces caméras thermiques, est indispensable à leur travail. Grâce à la chaleur, on peut voir la différence entre une empreinte de pied récente et une plus ancienne, si l'empreinte a été faite dans les dernières heures. La mission de Frontex, mieux protéger les frontières extérieures de l'Union. Une centaine d'hommes sont déployés ici. Ils apportent leur expertise et leurs véhicules, tandis que les Bulgares partagent leur connaissance du terrain. C'est toujours un peu différent, ce n'est pas comme travailler dans son propre pays. Mais nous sommes tous des policiers de l'Union européenne et notre coopération marche plutôt bien. Ces dernières semaines, l'hiver est tombé et le flot des migrants a fortement diminué. La traversée clandestine depuis la Turquie est devenue trop dangereuse. Le poste frontière de Lezovo, un site stratégique. C'est l'un des 3 points de passage avec la Turquie. Les gardes-frontières bulgares vérifient chaque camion minutieusement pour détecter s'il y a une présence humaine ou non dans les cargaisons. Cet instrument mesure le taux de CO2. Ici, 203 passagers clandestins ont été attrapés en 2016. C'est beaucoup moins que les années précédentes. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Grâce aux efforts de la Bulgarie et de Frontex, nous avons une réelle baisse du nombre de candidats au passage clandestin. La Bulgarie partage 270 km de frontière avec la Turquie. Une frontière sous haute surveillance désormais pour endiguer le flot de réfugiés qui tentent de rejoindre l'Europe. Tous mes hommes qui sont ici se sont investis d'une responsabilité particulière. Ici, c'est la porte d'entrée de l'Europe. Tous réalisent l'importance de leur mission au quotidien. Pour la plupart des migrants stoppés dans leur traversée, le rêve d'Europe marque un arrêt ici. Le centre Hoca-Kupel, près de Sofia. Syrien Jawad Zalfo et sa famille ont traversé à pied les montagnes d'Irak et de Turquie. En arrivant en Bulgarie, ils se sont rendus aux autorités. Les conditions de vie ici ne sont pas bonnes. Nous sommes 10 ici dans cette pièce et les gens ici sont très sales et jettent leurs poubelles un peu partout. 800 personnes attendent ici. En tout, le pays compte 6 camps et le gouvernement estime que ses capacités d'accueil ont atteint leurs limites. Taher Saber Ismaël et les siens viennent de Mossoul en Irak. Ils ont fui en octobre, juste avant le début de l'offensive des forces irako-kurdes contre les djihadistes. Nous essayons de montrer aux enfants tout notre amour pour effacer tout ce qu'ils ont vécu. Taher espère poursuivre son chemin en Europe, plus à l'ouest, pour y trouver un travail. Il a déjà tenté une première fois de quitter la Bulgarie, mais a été arrêté. Si nous obtenons l'asile et si je trouve du travail ici, nous resterons bien sûr. Mais nous ne pouvons pas accepter ces conditions pendant longtemps. Tout ce que je veux, c'est un emploi. Je partirai pour l'Allemagne s'il le faut. Pour l'instant, les frimas hivernaux découragent ceux qui veulent quitter le centre d'hébergement. Mais au printemps, d'autres migrants pourraient bien essayer de franchir cette nouvelle route des Balkans. Et ceux déjà présents en Bulgarie tenter de reprendre leur chemin vers l'ouest. Si l'Union européenne multiplie les approches répressives, elle doit aussi se préoccuper de l'intégration des migrants. Et parmi les exemples d'une intégration particulièrement réussie, le maire de Rotterdam, le plus grand port des Pays-Bas. Portrait de ce Marocain qui ne mâche pas ses mots sur les valeurs européennes. La Grande Halle de Rotterdam. Elle a ouvert ses portes en 2014. Objectif, redynamiser cette zone autrefois délabrée. La seconde ville du pays n'a pas lésiné sur les moyens. 175 millions ont été investis. Une fois que les bâtiments sont construits, le reste suit. C'était la vision des politiques et de notre maire en lançant la construction. Ramener de la vie, ça a marché et c'est génial.
À l'origine de ce projet, Ahmed Aboutaleb, le maire de Rotterdam. Arrivé du Maroc dans les années 70, à l'âge de 15 ans, il se présente comme le symbole de l'intégration qu'il défend. Ce musulman ne mâche pas ses mots quand il s'agit de dénoncer l'attaque de Charlie Hebdo. Des propos qui ne font pas l'unanimité, notamment parmi les membres de ce parti d'opposition qui se définit comme musulman et attaché à la défense de cette communauté. Nous ne sommes pas d'accord avec ce message politique « dégage si t'aimes pas être ici », qui ne crée pas de lien, alors qu'un maire par définition doit rassembler et dépasser les clivages. Le credo d'Ahmed Aboutaleb se résume en 2 mots en anglais, la We Society, la nous société, un mélange de vivre ensemble et de devoirs mutuels. Tout le monde fait partie de la We Society, sauf si vous décidez de ne pas en faire partie. C'est à vous de décider si vous voulez en être membre, si vous voulez travailler avec nous et la rendre meilleure. Ou alors, si vous préférez partir au Yémen, apprendre à utiliser une Kalachnikov, alors vous en êtes exclu. Ce n'est pas moi qui vous exclue, c'est vous qui vous excluez vous-même. Pour découvrir cette vision du maire, direction le quartier populaire de Feyenoord au sud de la ville. Ici, la municipalité a lancé un vaste plan dans la durée pour lutter contre le chômage, renforcer les structures éducatives et améliorer le cadre de vie. Avant, Younes et Nordine restaient souvent désœuvrés. Désormais, ils entraînent les jeunes sur ce tout nouveau terrain de football. Les enfants nous regardent, parce qu'on a grandi ici et qu'on sait comment ça se passe. On peut les conseiller, leur servir de mentor. Ali a commencé à travailler dans le quartier en 2012. Cet employé de Rotterdam veille à ce que les jeunes restent dans le droit chemin. On crée une relation et on abaisse les barrières. C'est comme cela que l'on peut réellement mieux se comprendre et les aider de manière individuelle, parce qu'après tout, on vit dans le même endroit. Avec ses 170 nationalités, Ahmed Aboutaleb aime dire que sa ville de Rotterdam est comme un condensé des Nations Unies. Alors, traumatisée par une série très meurtrière d'attentats sur son sol, l'Union européenne est obsédée par la lutte contre le terrorisme. Mais surmonter le traumatisme passe aussi par une démarche plus éducative et même pédagogique, comme nous le découvrons au théâtre de l'Ancre de Charleroi en Belgique. Vas-y, un keuf éducateur, bonjour madame et tout. Un flic de gauche alors, en quelque sorte. Exactement. T'es pas si con. Faut pas se fier aux apparences, cousin. J'ai l'œil, moi. Et pourquoi t'es passé d'éducateur à keuf? Je les connais, les éducs, ils aiment pas les keufs, normalement. Parce que j'ai vu malheureusement que les bons sentiments ne suffisent pas pour ramener les brebis galeuses sur le droit chemin. Et que le temps de l'éducation est révolu. Le mal est allé trop loin. Faut plus rien laisser passer, plus rien. Bonjour. Bonjour. Marie, vous êtes rencontrée, Grégory. Bonjour. Bonjour. Enchanté. C'est une pièce qui a tout son sens aujourd'hui. Et moi, je voulais voir un petit peu quelle est la relation que cette pièce peut avoir avec les jeunes. Je pense que ça va ouvrir des questions parce qu'on va entendre... On va entendre des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, c'est-à-dire la parole du djihadiste. Et c'est quoi sa part d'humanité dans ce que nous, on projette que de l'horreur, évidemment. Si on arrive avec un point de vue choquant, des arguments choquants, des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, ça va nous frapper et on va se dire « Ah ouais ». Ici, c'était en effet cette question voilà, qui foudroie un peu l'Europe, qui prend de plein fouet, on va dire, les citoyens. Enfin, on est face à quelque chose qui nous dépasse. Le politique n'a pas toutes les réponses du tout, la société non plus. Alors, vous nous avez amené dans ce théâtre de l'Ancre, très exceptionnel, qui monte une pièce, La Route du Levant, dialogue entre un apprenti djihadiste et un policier. Pourquoi ce choix ?
Alors je pense que c'est un thème qui est éminemment d'actualité, évidemment, et je pense qu'on peut faire passer beaucoup de choses par la culture. Ce qui nous frappe quand même, c'est qu'avec la France, la Belgique, c'est aussi le théâtre du départ de combattants vers l'étranger, en particulier en Syrie. 500, c'est beaucoup par rapport à votre population. Comment on explique ce phénomène? On peut l'expliquer par le fait que ce sont des filières francophones qui ont été organisées au départ de la Syrie, et la Belgique fait partie, effectivement, depuis Bruxelles, mais aussi depuis la région francophone, la région wallonne, fait partie de ces francophones qui ont pu être happés par un réseau francophone au départ de la Syrie. Vous diriez qu'il y a une approche un peu différente entre la Wallonie et la Flandre, justement, des besoins d'intégration à la suite des attentats terroristes? Alors oui, la Wallonie a été traversée par des courants d'immigration. Je suis moi-même fille d'immigrés, mon père était italien, ma mère aussi. Et la Wallonie a toujours vécu ces courants d'immigration comme étant finalement quelque chose avec lequel elle pouvait vivre, sans considérer l'autre comme l'autre. Au contraire, elle a incorporé l'autre dans sa réalité. Du côté néerlandophone, la Flandre a toujours eu un combat identitaire, historiquement parlant, parce que le flamand a été brimé par la langue francophone, et donc il y a eu cette question identitaire très ancrée en Flandre. Et donc l'autre est toujours perçu comme une menace par rapport à l'identité flamande, et donc une relation à l'autre qui est assez différente. Merci à vous de nous avoir suivis dans nos pérégrinations européennes. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur France 24.